Je m'appelle Rebecca Mitchell. J'ai 28 ans et je suis morte l'année dernière. Enfin, techniquement. Les médecins ont dit à mes parents que je ne survivrai pas à la nuit. Leur réponse ? Ce n'est pas notre vraie fille. Nous ne lui devons rien. Puis ils m'ont laissé mourir seule. Une semaine plus tard, ils se sont présentés chez ma grand-mère, prêts à réclamer l'héritage qu'elle m'avait laissé. Mais mon lit était vide, il n'y avait qu'une lettre qui attendait. Lorsqu'ils l'ont lu, leur vie s'est effondrée. Et si vous regardez cet article depuis un endroit où vous vous êtes senti abandonné, appuyez sur le bouton « J'aime » et « Je m'abonne ». Croyez-moi, vous voudrez voir comment j'ai réécrit ma fin. J'ai grandi dans une banlieue pittoresque de Boston, dans une maison coloniale blanche aux volets bleus et à la pelouse parfaitement entretenue. De l'extérieur, nous étions la quintessence de la famille américaine. Une mère, un père. 2 filles. Les photos de mon enfance montrent des fêtes d'anniversaire avec des décorations assorties, des matins de Noël avec des piles de cadeaux, des vacances en famille à Disney World. Mais les photos peuvent mentir. Mon premier souvenir de différence remonte à l'âge de 5 ans. Ma sœur Allison avait renversé un vase en courant dans le salon. Lorsque ma mère est entrée en trombe, j'étais déjà en train de ramasser les morceaux. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle. J'ai répondu automatiquement « Je l'ai fait », sans même y penser. Plus tard, j'ai entendu ma mère au téléphone. Rebecca a toujours eu envie de plaire. Pas comme Allison. Allison a de l'esprit. De l'esprit. C'est le mot que mes parents utilisaient quand Allison faisait des crises de colère dans les magasins, quand elle refusait de manger ses légumes, quand elle répondait. Quand je faisais mes devoirs sans qu'on me le demande, c'était parce que j'étais consciencieuse. Quand Allison faisait enfin les siens. Elle était brillante. À eu début, les différences étaient subtiles. Allison avait une chambre plus grande. Allison choisissait les restaurants pour la soirée familiale. Les œuvres d'Allison recouvraient le réfrigérateur, tandis que les miennes étaient soigneusement rangées dans un tiroir. Ta sœur a besoin de plus d'encouragement, a expliqué mon père lorsque j'ai demandé pourquoi mes A ne méritaient pas la même célébration que les B- d'Allison. Tu es naturellement douée pour l'école. J'avais 12 ans quand j'ai enfin compris pourquoi. Il était minuit passé et je m'étais levée pour boire un verre d'eau. Mes parents se disputaient dans la cuisine, les voix montaient les escaliers. Tu as toujours favorisé Allison, siffle ma mère. C'est comme si tu essayais de compenser le fait que Rebecca ne soit pas la tienne, a rétorqué mon père. Elle n'est pas la tienne non plus. Margaret. Nous avons convenu quand nous l'avons prise que nous ne la traiterions jamais différemment. Le verre a glissé de ma main et s'est brisé sur le parquet. La dispute s'est arrêtée. Je suis retournée en courant dans ma chambre, le cœur battant, et j'ai fait semblant de dormir lorsque ma mère est venue me voir. Adoptée. Ce mot expliquait tout et rien à la fois. Pourquoi mes cheveux étaient foncés alors que tous les autres étaient blonds? Pourquoi j'avais des yeux verts alors que tous les autres avaient des yeux bleus? Pourquoi, quels que soient mes efforts, je n'étais jamais tout à fait à ma place? Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai attendu qu'ils me le disent. Qu'ils m'expliquent. Qu'ils me rassurent en me disant qu'ils m'aimaient quand même. Ils n'ont rien dit. Alors, je me suis exécutée. Je t'ai entendu hier soir, ai-je dit. D'une voix faible mais ferme. Je sais que je suis adoptée. Le journal de mon père s'est légèrement abaissé. Ma mère a fait une pause en versant son café. Puis elle a esquissé ce sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux. Ne sois pas ridicule, Rebecca. Tu as dû rêver. Et c'est tout. Aucune confirmation. Pas de démenti qui ressemble à la vérité. Juste un éclairage au gaz et un petit déjeuner comme d'habitude. J'ai appris ce jour-là que dans notre maison, la vérité était moins importante que l'apparence. Après cela, je me suis efforcée d'être parfaite. Si je ne pouvais pas être aimée pour ce que j'étais, je pouvais peut-être être appréciée pour ce que j'avais accompli. Je suis sortie premier de ma classe au lycée. J'ai obtenu une bourse complète pour le MIT. J'ai créé ma première entreprise de technologie à 22 ans. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme. Bien sûr. Ils ont souri pour les photos et accepté les félicitations pour avoir élevé une fille aussi accomplie. Mais il y avait toujours de la distance dans leurs yeux, comme s'ils regardaient un projet plutôt qu'une personne. Seule ma grand-mère Martha m'a vue. Elle me voyait vraiment.
Elle vivait dans une magnifique maison victorienne à Cambridge, remplie de livres, d'antiquités et de l'odeur de la cannelle. J'ai passé tous les étés avec elle à partir de l'âge de 13 ans, après la révélation de l'adoption. Elle m'a dit un jour, à l'âge de 15 ans, tu as les yeux de ta mère. C'était la seule fois qu'un membre de la famille reconnaissait que j'avais des parents biologiques quelque part. Qui était-elle? Ai-je demandé. Grand-mère Martha m'a tapoté la main. Quelqu'un qui t'aimait beaucoup, mais qui ne pouvait pas te garder. Un jour, quand tu seras plus grand, je te raconterai tout. Mais ce jour était sans cesse repoussé. Pendant toute la durée de l'université. Chaque fois que je posais la question, elle disait, quand tu auras ton diplôme. Après le diplôme, c'était quand tu seras bien installé dans ta carrière. Plus tard, c'est devenu quand le moment sera venu. Pendant ce temps, mes relations avec mes parents se sont détériorées. Le cabinet d'avocats de mon père représentait mon principal concurrent dans un litige concernant un brevet. Lorsque je l'ai confronté à ce conflit d'intérêts, il m'a simplement répondu que la famille était une chose et que les affaires en étaient une autre. Les affaires en sont une autre. Alison est devenue chirurgienne en suivant les traces de notre père, bien qu'il se soit reconverti dans le droit des sociétés bien avant notre naissance. Leur formation médicale commune est devenue un autre élément qui m'a exclu des conversations familiales. L'éloignement définitif s'est produit il y a 3 ans, lors du dîner de Thanksgiving. Grand-mère Martha était là, plus fragile que dans mes souvenirs, mais toujours aussi vive. La conversation a porté sur le succès récent de mon entreprise. Nous venions d'obtenir un financement important pour un outil de diagnostic médical alimenté par l'IA. J'ai toujours su que Rebecca ferait quelque chose de spécial, dit fièrement ma grand-mère. Oui, elle a toujours été déterminée à faire ses preuves, a répondu ma mère sur le ton dédaigneux qu'on lui connaît. Faire ses preuves, ai-je répété. Est-ce que c'est ce que tu penses que j'ai fait toutes ces années? N'est-ce pas? Mon père a demandé, en sirotant son vin. La plupart des enfants adoptés passent par une phase de dépassement de soi. C'est assez courant, en fait. La confirmation décontractée de ce qu'ils ont nié pendant 15 ans m'a assommé dans le silence. Papa, Alison avait l'air choquée. Qu'est-ce que tu dis? Oh, elle sait, dit ma mère d'un air dédaigneux. Elle le sait depuis qu'elle a 12 ans. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait en parler au dîner. Tu l'as nié toute ma vie, ai-je dit, la voix tremblante. Chaque fois que j'ai demandé, tu m'as fait sentir que j'étais folle de l'avoir suggéré. Nous avons pensé que c'était mieux ainsi, a répondu mon père comme s'il expliquait quelque chose à un client difficile. Les enfants ont besoin de stabilité. J'avais besoin de vérité, ai-je rétorqué. La vérité, a dit ma mère avec une soudaine acuité, c'est que nous t'avons tout donné. Une belle maison, la meilleure éducation, tous les avantages. La plupart des enfants adoptés nous en seraient reconnaissants. La main de grand-mère Martha s'est posée avec force sur la table. Cela suffit, Margaret. Mais ce n'était pas suffisant. 20 ans de sentiments d'exclusion, d'amour conditionnel, de réalité éclairée au gaz ont jailli. Tu n'as jamais voulu de moi, ai-je dit. Tu voulais l'idée de moi. La fille parfaite que tu pouvais exhiber lors des fêtes. Celle qui validerait ton rôle de parent sans jamais exiger de toi un véritable rôle de parent. Je me suis levée, la serviette tombant sur le sol. J'en ai assez d'essayer de gagner l'amour qui aurait dû être donné gratuitement. Je suis partie ce soir-là et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai déménagé dans un nouvel appartement. Grand-mère Martha était la seule avec qui j'étais restée en contact, se réunissant pour nos brunchs hebdomadaires du dimanche, loin de la maison de mes parents. Ils t'aiment, a-t-elle insisté une fois. C'est juste qu'ils ne savent pas comment le montrer. L'amour n'est pas censé être aussi difficile, lui ai-je répondu. Elle est morte il y a 6 mois. Paisiblement dans son sommeil. J'étais en déplacement professionnel et j'ai manqué l'enterrement. Mes parents n'ont pas pris la peine de m'appeler. Je l'ai appris par une lettre d'un avocat m'informant que grand-mère Martha m'avait légué sa maison et la majorité de ses biens. Je n'ai jamais pu entendre de sa bouche la vérité sur mes parents biologiques. Mais le destin avait d'autres plans pour révéler les secrets de famille. Le jour de l'accident a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais au siège de notre entreprise à Cambridge, en train de tester la dernière mise à jour de notre logiciel.
Il pleuvait. Cette bruine douce et persistante de Nouvelle-Angleterre qui rend tout gris et légèrement flou sur les bords. Tu devrais rentrer chez toi, a suggéré Rebecca, mon associée Samantha, vers 8 heures. La mise à jour peut attendre demain matin. Mais je n'ai jamais été douée pour laisser les choses inachevées. Lorsque je suis finalement partie, il était plus de 10 heures et la pluie s'était transformée en averse. Je me souviens avoir pensé que je devrais appeler un service de voiture, mais mon appartement n'était qu'à 15 minutes de là. Que pouvait-il se passer en 15 minutes? L'intersection entre Maple et Third présente un angle mort que les habitants savent surveiller. Le conducteur ivre qui m'a percuté n'était pas du coin. Je me souviens des phares qui ont soudainement éclairé ma voiture d'une lumière impossible. Du bruit du métal qui s'écrase sur le métal. L'étrange sensation de tourner. On m'a dit plus tard que ma voiture avait fait 2 tonneaux avant de heurter un lampadaire. L'impact a déployé les airbags, ce qui m'a sauvé la vie. Mais m'a fracturé 3 côtes et la clavicule. Ma tête a heurté la vitre latérale assez violemment pour provoquer un traumatisme crânien. J'ai des flashs de mémoire dans l'ambulance. Des feux rouges qui clignotent. Un secouriste qui répète mon nom encore et encore. Le masque à oxygène sur mon visage. Puis l'obscurité. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai entendu des voix. Distantes, cliniques. Je ne pouvais ni ouvrir les yeux ni bouger, mais j'entendais. Cet état, conscient mais incapable de répondre, sera expliqué plus tard comme le résultat de la lésion cérébrale et du coma médical dans lequel on m'a plongé pour réduire l'enflure. Traumatisme important au lobe temporal, dit une voix de femme. Nous avons réussi à contrôler la pression intracrânienne, mais les 24 prochaines heures seront critiques. Avons-nous localisé le plus proche parent? Une autre voix, masculine cette fois. La personne à contacter en cas d'urgence dans son téléphone est sa mère. Nous avons appelé? Ils sont en route. Le temps n'a pas de sens quand on flotte dans l'obscurité. Je ne sais pas si c'était quelques minutes ou quelques heures plus tard quand je les ai entendus arriver. M et Madame Mitchell? Je suis le docteur Chen, le neurologue qui s'occupe du cas de votre fille. Que s'est-il passé? La voix de mon père était tendue et contrôlée, comme toujours. Le docteur Chen expliqua l'accident, mes blessures, le coma provoqué, le pronostic incertain. Et que faites-vous exactement pour elle? Ma mère semblait irritée, comme si ma lésion cérébrale traumatique était un inconvénient dans son emploi du temps. Actuellement, nous surveillons la pression intracrânienne et maintenons le coma pour donner à son cerveau le temps de guérir. Elle aura besoin d'une intervention chirurgicale une fois qu'elle sera stabilisée pour réparer la fracture orbitale. Une opération? Mon père à nouveau. Quel est le coût de cette opération? Il y a eu une pause. J'imagine que le docteur Chen leur jetait le regard que les professionnels de la santé réservent aux membres de la famille particulièrement insensibles. Les informations relatives à votre assurance seraient utiles, dit-elle finalement. Et nous aurons besoin d'une autorisation pour l'intervention chirurgicale. Il y a eu un malentendu, dit ma mère, la voix basse. Rebecca n'est pas notre fille. Oui, je suis désolée. Le médecin a l'air confus. Vous êtes ses contacts en cas d'urgence. Elle a été adoptée, explique mon père. Officieusement, les papiers n'ont jamais été correctement remplis. Je vois. La voix du médecin s'était nettement calmée. Néanmoins, en tant que personne à contacter en cas d'urgence, vous ne me comprenez pas, a interrompu ma mère. Elle n'est pas sous notre responsabilité. Nous ne lui devons rien. Toute ma vie, j'avais vécu leur abandon émotionnel, mais là, c'était différent. C'était me laisser mourir. Sans autorisation de traitement, a commencé le médecin. Alors ne la soignez pas, dit simplement mon père. N'y a-t-il pas un fonds d'État pour les patients indigents ou quelque chose comme ça? Monsieur Mitchell, votre fille est gravement blessée. Sans opération, ce n'est pas notre fille, a insisté ma mère. Pas légalement. Pas vraiment. Il y a eu un silence, puis le bruit de papier froissé. Il y a aussi la question de la succession de Martha Mitchell, dit une nouvelle voix. Une infirmière, peut-être? Le patient a été notifié en tant que bénéficiaire principal. C'est une affaire de famille, dit rapidement mon père. Ma mère n'avait pas toute sa tête lorsqu'elle a rédigé ce testament. Nous avons l'intention de le contester. Je vois,
dit froidement le médecin. En l'absence d'une famille prête à autoriser le traitement, nous devrons procéder selon les dispositions d'urgence. Infirmière Davis. Veuillez documenter cette conversation et contacter le service juridique de l'hôpital. Ma mère a annoncé, nous allons partir maintenant. S'il vous plaît, ne nous recontactez plus au sujet de ce patient. Des bruits de pas. La porte s'ouvre et se referme. Il n'était plus là. J'ai essayé de crier, de bouger, de donner un signe quelconque que j'entendais qu'il m'abandonnait. Mais j'étais prisonnière de mon corps brisé, prisonnière de ma propre conscience. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'infirmière, Davis, apparemment, a dit tranquillement. Leur propre fille, des gens riches, a marmonné le médecin. Appelez le service juridique. Puis vérifiez si elle a d'autres contacts sur son téléphone. Il doit bien y avoir quelqu'un qui se soucie de cette femme. Le temps a passé. J'ai dérivé dans et hors de la conscience. La douleur se manifestait et disparaissait au fur et à mesure que les médicaments circulaient dans mon système. Différentes voix parlaient autour de moi. Un jargon médical que je n'arrivais pas à comprendre. Mais une voix m'est devenue familière. Douce. Constante. Je ne fais que changer votre front, Rebecca. Vous vous en sortez très bien. L'infirmière Emily Davis est devenue ma bouée de sauvetage. Elle me parlait pendant ses gardes, m'informait de mon état, m'expliquait les traitements, me parlait du temps qu'il faisait dehors. Elle mettait de la musique sur son téléphone, du classique à Taylor Swift. Les dernières recherches montrent que les patients dans le coma peuvent nous entendre, a-t-elle dit à quelqu'un. Je ne la laisserai pas seule. Pas après ce que ses parents ont fait. 3 jours après l'accident, grâce aux conversations unilatérales d'Emily, j'ai appris que l'hôpital avait retrouvé Samantha. Mon associé et ami s'était précipité à l'hôpital, avait autorisé les traitements et luttait contre mes parents sur plusieurs fronts. Ton ami, c'est autre chose, m'a dit Emily pendant un bain à l'éponge. Son avocat est là tous les jours, il veille à ce que tu obtiennes tout ce dont tu as besoin. Apparemment, tes parents sont déjà en train de s'occuper de la succession de ta grand-mère, en prétendant que tu es incapable. J'avais envie de rire devant tant d'ironie. Ils m'avaient abandonné à la mort, puis avaient essayé de profiter de mon état pour me voler mon héritage. C'était si parfaitement dans leur corde. L'opération a eu lieu le 5e jour. Je me souviens d'avoir été transporté quelque part, de lumière vive au-dessus de ma tête. Puis de rien jusqu'à ce que je me réveille en salle de réveil avec un violent mal de tête et la voix d'Emily. Tu as réussi, Rebecca. L'opération s'est parfaitement déroulée. Le docteur Chin dit que le gonflement de ton cerveau diminue déjà. Ils vont commencer à te sortir du coma demain. La conscience réelle revient progressivement. D'abord la capacité de serrer une main quand on me le demande. Puis j'ai ouvert les yeux à une lumière aveuglante. Puis le processus angoissant de l'ablation du tube respiratoire. Mon premier mot a été prononcé par des lèvres qui me semblaient étrangères. Massachusetts General, répondit Emily en apparaissant dans mon champ de vision. Tu vas bien. Tu vas t'en sortir. Mais je n'allais pas bien. Pas vraiment. Car je devais maintenant digérer ce que j'avais entendu. Mes parents ne m'avaient pas seulement abandonné toute ma vie. Ils m'avaient littéralement laissé mourir. Et la convalescence a été atroce. Chaque mouvement envoyait des éclats de douleur dans mon corps brisé. La première fois qu'ils m'ont aidé à m'asseoir, j'ai vomi à cause du vertige. Les premiers pas que j'ai faits avec le kinésithérapeute m'ont fait transpirer et pleurer. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la blessure psychologique de savoir que mes parents étaient partis au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Cette connaissance était comme un poison dans mes veines, entachant chaque moment de mon rétablissement. Samantha me disait lors de ses visites quotidiennes, « Tu t'en sors très bien. » Elle m'a apporté mon ordinateur portable, s'est occupée des décisions de l'entreprise, a répondu aux questions de la presse sur mon accident. Les médecins disent que tu te rétablis 2 fois plus vite que prévu. Je plaisantais chaque semaine en disant que la rancune était un puissant facteur de motivation. C'est au cours de la 2e semaine de mon séjour à l'hôpital que Samantha m'a enfin parlé de grand-mère Martha. Je ne voulais pas ajouter à votre stress, m'a-t-elle expliqué, assise dans le fauteuil du visiteur à côté de mon lit. Mais il faut que tu saches. L'avocat de ta grand-mère a essayé de te joindre. Tes parents contestent le testament. Quoi ?
Je me suis efforcée de me redresser. Pour quel motif? Ils prétendent que tu es mentalement incapable à cause de tes blessures. L'expression de Samantha était sombre. Ils ont déposé le dossier 3 jours après ton accident. Ce n'était pas une coïncidence. Ils sont sortis de ma chambre d'hôpital, m'ont laissé mourir et sont allés directement voir un avocat pour me voler mon héritage. Je dois parler à son avocat, ai-je insisté. James Wright est arrivé le lendemain matin, un homme digne d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il était l'avocat de ma grand-mère depuis 30 ans. Mademoiselle Mitchell, me salue-t-il formellement. Je suis soulagé de voir que vous vous rétablissez. Votre grand-mère en serait ravie. Mes parents essaient de voler sa maison, dis-je sans préambule. Elle acquiesce et pose sa mallette sur la table de chevet. Ils ont demandé une mise sous tutelle d'urgence en invoquant votre état de santé. J'ai soumis des rapports médicaux de vos médecins confirmant que vous êtes apte à gérer vos affaires. Le juge a gelé temporairement la succession jusqu'à ce que vous puissiez comparaître devant le tribunal. Quand? C'est à votre équipe médicale de décider. Il n'y a pas d'urgence. Les biens sont en sécurité. Il sort une enveloppe épaisse de sa mallette. Ta grand-mère m'a demandé de te donner ceci, si quelque chose lui arrivait avant qu'elle ne puisse te le dire elle-même. L'enveloppe était lourde dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? La vérité, je crois. Il s'est levé pour partir. Elle t'aimait beaucoup, Rebecca. N'en doute jamais. J'ai attendu le soir pour l'ouvrir, après que les infirmières aient fini leur ronde et que l'hôpital se soit calmé pour la nuit. À l'intérieur se trouvait une lettre rédigée dans l'écriture élégante de ma grand-mère et plusieurs documents officiels. Ma très chère Rebecca, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas tenu ma promesse de tout te dire en personne. Pardonne la lâcheté d'une vieille femme. Certaines vérités sont plus difficiles à dire que d'autres. Tu t'es toujours interrogé sur tes parents biologiques. La vérité, c'est que ta mère était ma nièce, Caroline. Elle avait 18 ans quand elle est tombée enceinte. Jeune, effrayée, elle n'était pas en mesure d'élever un enfant. Ton père biologique était son petit ami du lycée, qui est parti à l'université et ne voulait rien avoir à faire avec un bébé. J'ai suggéré l'adoption au sein de la famille. Mon fils Richard et sa femme Margaret avaient essayé d'avoir un enfant sans succès. Cela semblait être la solution idéale. Vous resteriez en contact avec votre famille biologique et ils auraient le bébé qu'ils désiraient désespérément. Ce que j'ignorais alors, c'est que Margaret était déjà enceinte d'Allison. Elle l'a appris quelques semaines après l'avoir ramenée à la maison. Soudain, ils avaient 2 filles en bas âge au lieu d'une. Au fil des ans, j'ai vu qu'ils te traitaient différemment. J'ai confronté Richard à ce sujet à plusieurs reprises. Il promettait toujours de faire mieux. De vous aimer de la même manière. Mais certaines personnes ne peuvent pas aimer ce qui ne vient pas de leur propre sang, même si le don est précieux. L'adoption légale a été menée à bien. Quoi qu'ils aient pu vous dire, vous êtes légalement leur fille, avec tous les droits que cela implique. J'ai inclus les documents du tribunal qui le prouvent. J'ai également inclus la vérité sur votre mère biologique. Caroline est décédée il y a 5 ans dans un accident de voiture, sans s'être mariée ni avoir d'autres enfants. Elle me posait souvent des questions sur TOI. Je l'ai tenue au courant de tes réalisations, de ton évolution vers la femme remarquable que tu es devenue. Et la maison et tout ce que je te laisse te reviennent de droit. Pas seulement par mon choix, mais par le sang. Vous êtes ma famille dans tous les sens du terme. J'espère que tu pourras me pardonner de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je pensais te protéger. Mais peut-être me protégeais-je en réalité d'avoir à expliquer mon rôle dans le fait de t'avoir confié à des parents qui ne pouvaient pas t'aimer comme tu le méritais. Sache que je t'aime complètement, depuis le moment où Caroline t'a mis dans mes bras. Tout mon amour, toujours. Grand-mère Martha. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Puis j'ai examiné les documents. L'original de mon acte de naissance, qui mentionne Caroline Mitchell comme ma mère. Les papiers d'adoption portant la signature de mes parents. L'acte de naissance modifié indiquant que Margaret et Richard Mitchell sont mes parents. Tout était là. La vérité. La preuve. La confirmation que légalement, moralement et par le sang, j'étais un Mitchell. Mes parents avaient menti au médecin, probablement à Allison et certainement à eux-mêmes. Cette nuit-là, j'ai pris 2 décisions. Premièrement, je me rétablirais complètement, même si je devais travailler dur.
Et deuxièmement, je ferai en sorte que mes parents subissent les conséquences de leurs actes. Je me suis lancé dans la kinésithérapie avec une détermination renouvelée. 2 côtes cassées, une clavicule brisée, des fractures faciales et un traumatisme crânien. Rien de tout cela ne m'arrêterait. Je suis passé de Walker à Cain en quelques semaines, surprenant même mes thérapeutes. Vous êtes une machine, a commenté mon kinésithérapeute, Jack, lors d'une séance particulièrement éprouvante. J'ai quelque chose d'important à faire, lui ai-je répondu en me battant contre la douleur pour terminer une autre série d'exercices. Pendant des semaines après l'accident, le docteur Chin m'a autorisé à sortir de l'hôpital. Emily m'a aidé à ranger les cartes, les fleurs et les cadeaux qui s'étaient accumulés dans ma chambre, la plupart provenant de collègues et d'amis, aucun de la famille. Et maintenant ? Demanda Emily en me conduisant vers la sortie de l'hôpital où Samantha attendait avec sa voiture. J'ai levé les yeux vers l'infirmière qui avait défendu mes intérêts quand ma propre famille ne voulait pas le faire. Maintenant, je rentre chez moi et j'écris une lettre. Tandis que Samantha me conduisait à son appartement où je resterais pendant ma convalescence ambulatoire, je regardais les rues de Boston par la fenêtre. Quelque part à l'autre bout de la ville, mes parents étaient probablement encore en train de comploter, de mentir, de s'attendre à s'en sortir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et la chambre d'amis de Samantha devint ma salle de guerre. Sur le mur, j'ai créé une chronologie des événements, reliant mon accident aux manœuvres juridiques de mes parents. Mon ordinateur portable est devenu le centre de commandement alors que je rassemblais des preuves et formulais une stratégie. Tu devrais te reposer, s'inquiète Samantha en m'apportant du thé un soir. Je me reposerai quand ce sera fait. J'ai répondu, sans lever les yeux de l'email que j'écrivais à James, à droite. La première étape consistait à sécuriser ma position juridique. James a confirmé ce que la lettre de ma grand-mère avait dit. Mon adoption était tout à fait légale. Mes parents ont prétendu qu'elle était informelle, ce qui est un mensonge pur et simple. Ils n'ont aucune raison de contester le testament. James me l'a assuré lors d'un de nos appels quotidiens. Ils prétendent qu'en tant que parents, ils devraient être tes tuteurs légaux pendant ta convalescence. Après m'avoir abandonné à l'hôpital, j'étais incrédule. Ils disent que c'était un malentendu et qu'ils étaient en état de choc. Ils ont présenté des déclarations sous serment affirmant qu'ils étaient profondément préoccupés par ton bien-être. Je n'en doute pas. J'ai pensé aux images de sécurité de l'hôpital dont Emily avait parlé. Pouvons-nous citer à comparaître les dossiers de l'hôpital ? Il y avait des caméras de sécurité dans ma chambre. C'est déjà fait, dit James, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Les images contredisent leurs déclarations sous serment de manière assez spectaculaire. Vient ensuite la sécurité des biens. Et la maison de ma grand-mère est restée vide pendant la procédure d'homologation, mais je savais que mes parents avaient encore les clés. J'ai engagé une société de sécurité pour changer les serrures et installer des caméras dans toute la propriété. Nous pouvons mettre en place une surveillance à distance, m'a expliqué le consultant en sécurité. Vous pourrez voir toute activité en temps réel sur votre téléphone ou votre ordinateur. Parfait, ai-je dit. Et je veux que les images soient sauvegardées sur un serveur sécurisé. Puis est venue la partie la plus difficile, la rédaction de la lettre. J'ai dû la rédiger 20 fois différente, allant d'accusations pleines de rage à des faits froids et cliniques. Rien ne me semblait correct. Tu réfléchis trop, m'a dit Samantha un soir, alors que je froissais une nouvelle tentative. Parle avec ton cœur. Mon cœur veut brûler leur monde, ai-je admis. Alors dis-le. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vérité. Et elle s'agit d'être enfin vue. Le déclic s'est produit lors d'une séance avec le docteur Morris, le thérapeute que je voyais depuis que j'avais quitté l'hôpital. Que attendez-vous vraiment d'eux ? M'a-t-elle demandé après que je lui ai expliqué la situation. Je veux qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Pas seulement à l'hôpital, mais tout au long de ma vie. Et s'ils ne le font jamais ? La question m'a fait l'effet d'un coup de massue. Je veux alors ne plus avoir besoin d'eux. Ce soir-là, j'ai écrit la lettre qui les attendait. Non pas avec colère, mais avec clarté. J'ai détaillé leur décennie de négligence émotionnelle, les mensonges sur mon adoption et leur ultime trahison à l'hôpital. J'ai inclus des copies des vidéos de sécurité les montrant en train de m'abandonner, ainsi que des copies des documents légaux prouvant que mon adoption était légitime. Mais j'ai aussi inclus le pardon. Pas pour eux, mais pour MOI. Je les libérais de toute obligation envers moi,
et je me libérais de toute obligation envers UX.je n'ai plus besoin de votre approbation, de votre reconnaissance ou de votre amour. J'ai écrit dans le dernier paragraphe. Je suis entière sans toi. J'ai mis la lettre dans une enveloppe et je l'ai donnée à James pour qu'il la place dans la maison le moment venu. Et la dernière pièce s'est mise en place lorsque James a appelé pour m'informer que mes parents avaient programmé une visite à la maison de ma grand-mère, soi-disant pour recueillir des souvenirs personnels avant que la succession ne soit réglée. Ils ont déposé les documents auprès du tribunal des successions, m'a-t-il expliqué. Ils viennent ce samedi à 14h. Allison sera-t-elle avec eux? Je n'avais pas parlé à ma sœur depuis Thanksgiving, il y a 3 ans. Je ne savais pas si elle savait ce que nos parents avaient fait. Oui, elle est inscrite sur la liste du tribunal. J'ai pris une grande inspiration. Alors, c'est le moment. Ce samedi matin. James a déposé ma lettre sur la table de la salle à manger de la maison de ma grand-mère. La société de sécurité a confirmé que les caméras étaient opérationnelles. Samantha et moi nous sommes installés dans son appartement pour regarder les images sur mon ordinateur portable. À 14h03 exactement, la Mercedes de mes parents s'est arrêtée dans l'allée. Le plan était en marche et il n'y avait pas de retour en arrière possible. À travers les caméras de sécurité, j'ai vu mes parents et Allison s'approcher de la porte d'entrée de ma grand-mère. Mon père avait l'air ennuyé et consultait sa montre à plusieurs reprises. Ma mère arborait le même sourire qu'à l'occasion d'un événement caritatif, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Allison se tenait légèrement en retrait, l'expression indéchiffrable. Et la clé ne fonctionne pas, se plaint mon père en secouant la poignée. Tu as essayé la porte de derrière? Suggéra ma mère. Je ne devrais pas avoir à essayer la porte de derrière. C'est la maison de ma mère. Corrigea Allison à voix basse. Sa maison, mon père la regarda avant de sortir son téléphone. Après une brève conversation, un serrurier est arrivé. Je l'ai vu ouvrir la porte, faire signer des papiers à mon père et repartir. Enfin, ma mère a dit, en entrant dans la maison, Richard, vérifie si l'argenterie est toujours là. Richard, vérifie si l'argent est toujours là. Je veux m'assurer que Rebecca n'a pas déjà vidé les lieux. Cette accusation désinvolte m'a fait bouillir le sang. Samantha posa une main sur mon épaule. Rappelle-toi pourquoi nous faisons cela, murmura-t-elle. J'acquiesce, me concentrant sur les écrans tandis que ma famille se déplace dans la maison de ma grand-mère. Tout se ressemble. Commente Allison en faisant courir ses doigts sur le buffet ancien du couloir. Ma mère a toujours eu bon goût, admet ma mère en examinant un vase en cristal. Il serait parfait dans notre entrée. Nous sommes ici pour les souvenirs d'enfance de ton père, lui rappelle Allison, pas pour faire du shopping. Ne sois pas naïve, s'emporte ma mère. Rebecca ne se remettra jamais assez pour réclamer cet héritage. Le juge nous accordera la tutelle et tout ce qui se trouve ici nous appartiendra de toute façon. Elle suit une thérapie physique en ce moment, dit Allison. Ses médecins disent qu'elle fait des progrès remarquables. Eh bien, sa lésion cérébrale est une autre affaire, a dit mon père en descendant les escaliers. L'argenterie est là, Margaret. J'ai aussi vérifié la chambre principale. Rien ne semble avoir été dérangé. Est-ce que quelqu'un lui a rendu visite récemment, demanda Allison. Pour voir comment elle va. Mes parents échangent un regard. Le personnel de l'hôpital s'est montré très peu coopératif, dit ma mère d'un ton guindé. Et puis, tu sais comment est Rebecca. Elle a toujours été très indépendante. Trop indépendante, a marmonné mon père. Si elle m'avait écouté à propos de cet itinéraire. Tu lui reproches sérieusement de s'être fait renverser par un chauffard ivre? Allison semble incrédule. Bien sûr que non, rassure ma mère. Ton père est juste contrarié. Cela a été difficile pour nous tous. Ils sont passés dans la salle à manger, où ma lettre attendait sur la table en acajou poli. Qu'est-ce que c'est, dit mon père en prenant l'enveloppe. Mon nom était écrit au recto dans l'écriture de ma grand-mère. James avait utilisé une vieille carte d'anniversaire comme référence. Elle est adressée à Rebecca, fait remarquer Allison. Eh bien, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Ma mère l'a prise des mains de mon père et l'a déchirée. Alors qu'elle commençait à lire, son visage s'est vidé de ses couleurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Demande mon père sans mot dire. Elle lui tendit la lettre. Il l'a parcourue, son expression s'assombrissant au fil des pages. C'est scandaleux, a-t-il finalement bafouillé.
Mensonge et manipulation. Qu'est-ce que ça dit? Allison a tendu le bras pour prendre la lettre, mais mon père l'a repoussée. Rien qui ne doive t'inquiéter. C'est une affaire de famille. Je suis de la famille, insista Allison en lui arrachant la lettre des mains. Elle a commencé à lire, les yeux écarquillés. Maman? Papa? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abandon de Rebecca à l'hôpital? Ma mère s'est effondrée dans un fauteuil de salle à manger. Ce n'était pas ça. Nous étions en état de choc. Les médecins étaient si pessimistes. Il est dit ici que vous leur avez dit qu'elle n'était pas votre vraie fille et que vous ne lui deviez rien. La voix d'Allison trembla point que vous êtes parti sans autoriser le traitement. C'est sorti de son contexte. S'emporte mon père. Nous avons simplement expliqué que l'adoption était compliquée. Allison poursuivit sa lecture, son visage pâlissant. Il y a un lien vers des images de sécurité. Elle sortit son téléphone et tapa l'URL de la lettre. Pendant plusieurs minutes, la salle à manger est restée silencieuse, à l'exception du son étouffé provenant du téléphone d'Allison. Les voix de mes parents affirmaient clairement que je n'étais pas leur fille, qu'ils ne me devaient rien, qu'ils n'autoriseraient aucun traitement. Vous l'avez laissé mourir, a murmuré Allison lorsque la vidéo s'est terminée. Votre propre fille. Elle n'est pas ma mère, a commencé, puis s'est arrêtée. Pas quoi? Pas votre fille? Parce que d'après ces documents, elle l'est absolument. Allison brandit les papiers d'adoption joints à la lettre. Vous l'avez adoptée légalement. Vous l'avez élevée pendant 28 ans. Et vous l'avez abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de vous. Vous ne comprenez pas la complexité de la situation dans laquelle mon père s'est lancé. Je comprends parfaitement, le coupa Allison. J'ai toujours su que vous la traitiez différemment. Je pensais que c'était parce qu'elle était si autonome, si confiante. Je n'avais jamais imaginé que c'était parce que tu ne la considérais pas comme ta vraie fille. Et ma mère s'est redressée, reprenant l'air hautain qu'elle avait lorsqu'on la mettait au défi. Nous lui avons tout donné. Une excellente éducation, toutes les opportunités. Sauf l'amour, termina Allison. Sauf la seule chose dont elle avait réellement besoin. Sur l'écran de sécurité, j'ai observé la prise de conscience de ma sœur. Les pièces se mettent en place. La reconnaissance des schémas qu'elle avait observés. Mais qu'elle n'avait jamais compris. Toutes ces fois où tu as ignoré ses réussites, dit-elle lentement. Toutes ces fois où vous lui avez fait sentir qu'elle n'était pas à la hauteur. Ce n'était pas parce que vous aviez des exigences élevées. C'était parce que vous pensiez qu'elle n'avait pas sa place. Ce n'est pas vrai, insista mon père. Nous avons toujours voulu le meilleur pour elle. Le meilleur. La voix d'Allison s'élève. Vous l'avez laissée avec un traumatisme crânien et des os cassés pour qu'elle meure seule dans un hôpital. En quoi est-ce le meilleur? Ma mère s'est levée brusquement. Nous devons trouver Rebecca. Elle a été empoisonnée contre nous. Cette Samantha a toujours eu une mauvaise influence. Elle est au courant de la demande de mise sous tutelle. N'est-ce pas? Réalisa mon père en parcourant à nouveau la lettre. Elle sait que nous essayons de prendre le contrôle des biens de ma mère. C'est tout ce qui t'intéresse? Demanda Allison, incrédule. L'argent? La maison? Et votre fille qui a failli mourir? Bien sûr que nous nous soucions de Rebecca, dit ma mère d'un ton automatique. Mais nous devons être pragmatiques. Dans son état. Son état que vous avez aggravé en l'abandonnant? Interrompit Allison. Son état que vous essayez maintenant d'exploiter pour lui voler son héritage. Le visage de mon père se durcit. Ça suffit, Allison. Cela ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas? Rebecca est ma sœur. Demi-sœur, corrigea ma mère par réflexe. Puis elle a appuyé sa main sur sa bouche, comme pour essayer de repousser les mots. Allison la regarde fixement. Alors c'est vrai. Tu ne la considères vraiment pas comme ta famille. La prise de conscience sembla lui faire mal physiquement. Elle rassembla la lettre et les documents d'une main tremblante. Je ne peux pas être ici en ce moment. Je ne peux être près d'aucun d'entre vous. Allison, attends, a appelé mon père alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Je serai à mon appartement. Ne m'appelez pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et ça? Elle a fait un vague geste vers eux. Tout ça. Après son départ, mes parents sont restés dans un silence stupéfait. Maintenant, regarde ce que tu as fait, a fini par siffler ma mère. Tu as aussi monté Allison contre nous. Moi?
C'est toi qui as appelé Rebecca sa demi-sœur. Eh bien, c'est le cas. Et maintenant nos deux filles nous détestent, et Rebecca va utiliser cette lettre et cette vidéo pour nous détruire au tribunal. Mon père fait les 100 pas dans la salle à manger, passant ses mains dans ses cheveux clairsemés. Nous devons appeler Gérald. Leur avocat. Il saura comment tourner la situation. Nous pourrons dire que nous étions affolés, que nous n'avions pas les idées claires. La vidéo, Richard. La vidéo nous montre parfaitement calme. Parfaitement claire. Nous dirons qu'elle a été éditée. Les faux sont partout de nos jours. Ma mère s'est enfoncée dans le fauteuil. C'est un cauchemar. Ils ont continué à comploter pendant 1 heure, appelant leur avocat, fouillant la maison à la recherche d'objets de valeur qu'ils pourraient présenter comme des héritages familiaux, dressant des listes de témoins potentiels qui pourraient attester de leur dévotion parentale. C'était pénible à regarder, mais aussi très instructif. Ils n'ont jamais exprimé le moindre souci pour mon bien-être. Ils ne se sont jamais demandé s'ils avaient mal agi à mon égard. Ils se concentraient uniquement sur le contrôle des dégâts, sur la préservation de leur réputation et de l'accès à l'argent de ma grand-mère. Lorsqu'ils sont finalement partis, emportant plusieurs petites antiquités malgré l'objection d'Alison, j'ai fermé l'ordinateur portable. Eh bien, dit Samantha à voix basse. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai terminé pour elle. Ils n'ont pas changé. Ils ne changeront jamais. Mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro inconnu. C'est Alison. Il faut qu'on parle. S'il te plaît. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Demain, 10 heures, au café de Cambridge Street. Quelle que soit la suite des événements, j'étais enfin prête à y faire face en mon âme et conscience. Le café de Cambridge Street était occupé lorsque j'arrivai, appuyé sur ma canne. Alison était déjà là, assise à une table en coin, 2 cafés non consommés devant elle. Elle a levé la tête à mon approche, ses yeux s'écarquillant à la vue de mes blessures faciales encore en voie de cicatrisation. Rebecca s'est tenue maladroitement debout, hésitant entre une accolade et une poignée de main. Nous nous sommes contentés d'un signe de tête inconfortable. Alison. Je me suis installée sur la chaise en face d'elle. Vous vouliez parler. Elle a poussé vers moi un des cafés, noir avec un sucre. C'est toujours comme ça que tu le prends. J'ai hoché la tête, surpris qu'elle s'en souvienne. Je l'ai remerciée. Je ne savais pas. Elle s'est empressée de le dire. À propos de l'hôpital. Qu'il t'avait laissé là-bas. Je jure que je ne savais pas. Je te crois. Et c'est ce que j'ai fait. Alison avait beaucoup de défauts, mais la cruauté délibérée n'en faisait pas partie. As-tu lu la lettre en entier? Elle a hoché la tête misérablement. Et regardé la vidéo. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient pu faire ça. À qui que ce soit, et encore moins à leur propre fille. Pas leur fille. J'ai corrigé automatiquement. Pas à leurs yeux. Mais tu le es. Légalement et... Nous avons grandi ensemble. Tu es ma sœur. Elle m'a tendu la main de l'autre côté de la table. Mais j'ai légèrement reculé. 28 ans. Alison. 28 ans à les voir t'aimer complètement tout en me mesurant leur affection comme s'il s'agissait d'une ressource limitée. Tu ne l'as vraiment jamais remarqué? Elle rougit. J'ai remarqué qu'ils étaient plus durs avec toi. Je pensais que c'était parce que tu étais l'aînée. Ou parce que tu étais si intelligente qu'ils avaient des attentes plus élevées. Ils ont dit au personnel de l'hôpital que je n'étais pas leur vraie fille. Qu'ils ne me devaient rien. Ma voix est restée stable. Mais à l'intérieur de moi, je ressentais la douleur familière. Ce n'étaient pas des mots prononcés à chaud. C'était leur vérité. Ce n'est pas ma vérité, insista Alison. Tu es ma sœur. Ma grande sœur qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé à remplir mes demandes d'admission à l'université et qui m'a défendu lorsque j'ai détruit la voiture de mon père. J'ai fait toutes ces choses. Parce que c'est ce que font les grandes sœurs. Même lorsqu'elles sont jalouses de l'enfant chéri. Même lorsqu'elles sont affamées de l'amour que reçoivent leurs frères et sœurs. Qu'est-ce que tu attends de moi, Alison? Elle semble décontenancée par le caractère direct de la question. Et je veux que nous soyons à nouveau sœurs. De vraies sœurs. Tu m'as manqué ces 3 dernières années. Étaient nos parents? Quelle est leur place dans cette vision? Son expression s'est assombrie. Je ne sais pas. Je ne leur parle pas en ce moment. Ce qu'ils ont fait, je ne peux pas le pardonner.
Ils feront pression sur vous pour que vous vous réconciliez, j'ai prévenu. Ils minimiseront ce qui s'est passé. Réécrire l'histoire. Je connais aussi leur stratégie. Elle a réussi à esquisser un faible sourire. Toute ma vie, j'ai été aux premières loges pour assister à leur histoire révisionniste. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le bruit du café nous envahissant. Je peux te demander quelque chose ? Dit finalement Allison. La lettre que tu leur as laissée, qu'est-ce qu'elle disait en fait ? Tout ce qu'il y a à dire. J'ai bu une gorgée de café, réfléchissant. Puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert le document où j'avais sauvegardé la version finale. Cher Richard et Margaret, commençai-je à lire. Je m'adresse à vous par vos prénoms parce que papa et maman ne sont plus sincères. Les parents protègent leurs enfants. Les parents font passer les besoins de leurs enfants avant les leurs. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez déjà essayé de me déclarer incompétent. Vous aurez déjà déposé des documents pour contrôler l'héritage que grand-mère Martha m'a laissé. Vous aurez déjà commencé à élaborer un récit qui vous dépeint comme des parents inquiets et moi comme une fille ingrate. Laissez-moi vous épargner cet effort. Je suis en vie malgré tous vos efforts. Les médecins du Massachusetts General Hospital ont documenté votre refus d'autoriser mon traitement. Les caméras de sécurité ont filmé vos paroles exactes. Ce n'est pas notre vraie fille. Nous ne lui devons rien. Pendant 28 ans, j'ai essayé de gagner ton amour. J'ai atteint l'excellence académique. J'ai construit une entreprise prospère. J'ai fait tout ce qui était possible pour te rendre fier. Ce n'était jamais assez parce que je n'ai jamais été assez. Pas ton sang. Pas ta vraie fille. Grand-mère Martha m'a laissé une lettre expliquant tout. Ma mère naturelle était sa nièce Caroline. L'adoption était légale et contraignante ? Malgré ce que tu as dit au personnel de l'hôpital. J'ai inclus des copies de tous les documents pertinents. J'ai également inclus une clé USB avec les images de sécurité de l'hôpital. Elle sera présentée comme preuve si vous continuez à essayer de contrôler mon héritage ou de réclamer la tutelle sur moi. Cette lettre n'a rien à voir avec la vengeance. Il s'agit de la vérité. La vérité que tu n'as pas pu m'aimer comme je le méritais. La vérité que lorsque j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi de t'éloigner. Je te pardonne. Non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Je te libère de toute obligation envers moi, et je me libère de toute obligation envers toi. Je n'ai plus besoin de ton approbation, de ta reconnaissance ou de ton amour. Je suis entière sans toi. Rebecca Mitchell. PS. Les serrures ont été changées et cette maison m'appartient légalement. Veuillez adresser toute communication future à mon avocat, James Wright. Quand j'ai fini de lire, Allison pleurait en silence. C'est la chose la plus honnête que j'ai jamais entendue, a-t-elle murmuré. Et la plus triste. J'ai rangé mon téléphone. Il fallait que ce soit dit. Ils m'ont appelé 6 fois hier. Ils m'ont laissé des messages vocaux pour me dire qu'ils s'inquiétaient pour toi, qu'ils voulaient t'aider à te rétablir. Elle a secoué la tête avec dégoût. C'est comme s'ils vivaient dans une autre réalité. C'est vrai, j'en conviens. Une réalité où ils sont toujours les héros de l'histoire. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Avec l'héritage, avec la demande de tutelle ? James s'en occupe. Les images de l'hôpital devraient à elles seules faire capoter leur dossier. Après cela, j'ai haussé les épaules. Je vais de l'avant. Je me construis une vie sans eux. Et moi ? Sa voix était petite. Y a-t-il de la place pour moi dans cette vie ? J'ai étudié ma sœur, ma demi-sœur biologique. En fait, l'enfant chéri qui avait bénéficié du favoritisme de nos parents toute sa vie. Mais aussi la femme assise devant moi maintenant, choisissant la vérité plutôt que le confort. Me choisir moi plutôt que. Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, Allison. Beaucoup de blessures. Je comprends. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Mais j'aimerais essayer, si tu es d'accord. J'ai pensé à la lettre de grand-mère Martha. Une famille, c'est ceux qui vous aiment, pas nécessairement ceux qui partagent votre sang. J'ai fini par dire, à petits pas. On commence petit et on voit où ça nous mène. Le soulagement sur son visage était palpable. Le soulagement était palpable sur son visage. Je peux le faire. Nous avons terminé nos cafés,
parlant prudemment de sujets neutres, de son internat à l'hôpital général de Boston, des derniers projets de mon entreprise. Ce n'était pas encore confortable. Mais c'était civil. Un début en quelque sorte. Comme prévu, mes parents ont intensifié leurs efforts après avoir trouvé la lettre. Ils ont appelé toutes les personnes qu'ils connaissaient dans le milieu juridique, essayant de trouver un juge qui accepterait leur demande de mise sous tutelle. Ils ont tenté d'accéder à mon dossier médical, revendiquant des droits parentaux. Ils ont même essayé de contacter directement mes médecins. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les images de l'hôpital étaient accablantes et James Wright s'est acharné à protéger mes intérêts. La demande de mise sous tutelle a été rejetée. Le juge des successions a statué en ma faveur concernant la succession de ma grande H-mère. Et la maison et tout ce qu'elle contenait m'appartenait légalement. 3 semaines après notre rencontre au café, Allison m'a appelé. Il demande une audience pour contester l'adoption, m'a-t-elle dit sans préambule. Ils prétendent que grand-mère Martha les a contraints à t'adopter alors qu'ils ne l'ont jamais voulu. Ces mots auraient dû me faire mal. Au lieu de cela, je me suis sentie étrangement calme. Laissez-les faire. Les documents sont clairs. L'adoption était légale. Il ne s'agit plus de gagner pour eux, dit tristement Allison. Il s'agit de te faire du mal. Je sais. Je l'ai toujours su. Comment tu tiens le coup? J'ai déménagé de mon appartement. Je suis chez un ami de l'hôpital. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être près d'eux en ce moment. Je suis désolée. Et je l'étais. Malgré tout, Allison perdait aussi ses parents. Les parents aimants et dévoués qu'elle avait connus toute sa vie. Apprendre qu'ils étaient capables d'une telle cruauté a dû bouleverser son monde. Ne le sois pas. Ce n'est pas ta faute. Elle marqua une pause. En fait, je me posais la question. La maison de ta grand-mère est assez grande, non? J'ai souri malgré moi. Est-ce que tu t'invites à vivre avec moi, Allison? Juste temporairement, dit-elle rapidement. Jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. Et seulement si tu es à l'aise avec ça. C'était un grand pas. Plus grand qu'un café. Mais peut-être était-il temps de faire de grands pas. L'aile a sa propre salle de bain, lui ai-je dit. Et je suis rarement à la maison avant 8 heures de toute façon. Vraiment? Tu es sérieuse? Des petits pas, tu te souviens? On verra comment ça se passe. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement temporaire. Quelque part à l'autre bout de la ville, mes parents préparaient leur prochaine action, toujours incapables d'accepter la vérité sur ce qu'ils avaient fait. Ils n'arrivaient toujours pas à me considérer comme leur fille méritant d'être aimée. Mais pour la première fois depuis l'accident, je n'étais pas définie par leur rejet. Je me définissais par ma survie. Ma résilience et la famille que je choisissais de construire autour de moi. La lettre avait fait son travail. Non pas en les changeant, rien ne pouvait le faire, mais en me libérant du besoin qu'il change. 6 mois après l'accident, le docteur Chin a déclaré que mon rétablissement physique était terminé. Le dernier plâtre a été enlevé, la dernière IRM de suivi n'a révélé aucune trace de traumatisme cérébral et mes séances de kinésithérapie ont été réduites à 1 fois par mois à des fins d'entretien. Vous êtes un miracle médical, m'a-t-elle dit lors de notre dernier rendez-vous. La plupart des patients souffrant de vos blessures seraient encore en rééducation intensive. J'avais une bonne motivation, ai-je répondu en pensant à la lettre de mes parents, à la vie que j'étais déterminée à retrouver. À eu début du printemps, j'ai emménagé dans la maison de ma grand-mère Martha, qui est désormais la mienne. La maison victorienne avait besoin d'être rénovée. Mais j'en ai laissé l'essentiel intact. Les boiseries complexes, les impostes en vitrail, le large porche était l'endroit où ma grand-mère et moi avions passé des soirées d'été à discuter de livres et de rêves. Allison a emménagé dans l'aile comme prévu. Notre cohabitation a d'abord été difficile. Il y avait trop de schémas d'enfance à désapprendre, trop de sensibilité à gérer. Mais nous avons établi des règles de base et respecté l'espace de chacun. Lentement, timidement, nous avons commencé à construire une relation basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. Mon associée Samantha est devenue une visiteuse fréquente, tout comme l'infirmière Emily, qui avait quitté l'hôpital pour travailler dans une agence de soins de santé à domicile. James Wright s'est joint à nous pour les brunchs du dimanche, poursuivant la tradition que j'avais partagée avec ma grand-mère Martha. Vous avez créé une sacrée famille ici, a-t-il commenté un dimanche.
En regardant Allison et Emily débattre des mérites des différentes spécialités médicales pendant que Samantha mettait la table. Famille élue, ai-je corrigé gentiment. Le meilleur genre. Mes parents ont fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Ils ont intenté un procès pour détresse émotionnelle, arguant que ma lettre et les images de l'hôpital leur avaient causé un préjudice psychologique important. Il s'agissait d'une démarche désespérée, manifestement vindicative. Le juge a rejeté l'affaire avec préjudice, estimant que la vérité ne pouvait être considérée comme un discours préjudiciable. Dans son avis écrit, il a noté qu'ils avaient abandonné leur fille au moment où elle en avait le plus besoin et qu'ils cherchaient maintenant à la punir pour avoir simplement documenté cet abandon. La décision a fait la une des journaux locaux. D'anciens collègues, des parents éloignés et des amis du country club apprennent ce que Richard et Margaret Mitchell ont fait. Leur statut social, soigneusement cultivé, s'est effondré du jour au lendemain. Un mois plus tard, ils quittent Boston et s'installent en Floride sans dire au revoir à aucune de leurs filles. « Tu vas bien ?» a demandé Allison lorsque nous avons appris la nouvelle. À propos de leur départ ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Oui, ai-je finalement répondu. Je pense que ça va. La vérité, c'est qu'il m'avait quitté bien avant de partir physiquement. Peut-être n'avait-il jamais vraiment été avec moi. Les batailles juridiques étant derrière moi, je me suis tourné vers l'avenir. Mon entreprise de technologie avait prospéré même pendant mon absence, grâce à la direction de Samantha. Nous étions en train de développer un nouveau logiciel inspiré de mon expérience à l'hôpital. Un système de communication pour les patients souffrant de lésions cérébrales traumatiques qui ne pouvaient pas parler mais restaient conscients. Nous l'appelons au Bridge Gap, expliquai-je à Emily au cours du dîner. Il suit le mouvement des yeux et l'activité cérébrale pour aider les médecins à déterminer le niveau de conscience des patients qui ne réagissent pas. Cela vous aurait aidé, a-t-elle fait remarquer. Cela aurait aidé les médecins, ai-je corrigé. Je savais que j'étais conscient. Ils ne le savaient pas. Le projet a donné un sens à ma douleur, transformant une expérience traumatisante en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. Grand-mère Martha aurait approuvé. Quant à Allison, notre relation a continué à évoluer. Il y a eu des conversations difficiles sur notre enfance, sur le favoritisme dont elle avait bénéficié, sur sa propre complicité dans mon isolement. Mais il y a aussi eu de la guérison. Elle ramenait des plats à emporter lorsque je travaillais tard. Je l'ai aidé à étudier pour ses examens. Nous avons découvert que nous aimions tous les deux les terribles émissions de télé-réalité et nous avons passé nos dimanches soirs à nous en moquer ensemble. Je ne savais pas que tu étais drôle, m'a-t-elle dit un jour, en riant de mon interprétation d'une star de télé-réalité particulièrement dramatique. Je lui ai répondu, tu ne m'as jamais connu du tout, mais sans amertume. C'était simplement la vérité. Un an jour pour jour après l'accident, j'ai organisé un dîner dans la salle à manger de grand-mère Martha. Samantha était là avec son nouveau petit ami. Emily avait amené sa femme. James Wright est venu avec une bouteille de champagne hors de prix. Allison avait invité un collègue de l'hôpital. Un neurochirurgien aux yeux bienveillants qui la regardait avec un intérêt certain. En regardant autour de la table ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie, qui s'étaient montrées quand c'était important, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec la validation de mes parents. Je voudrais porter un toast, ai-je dit en levant mon verre. À la famille. Pas à trouver par le sang ou par la loi, mais par l'amour, par le choix, et en se montrant quand c'est le plus important. À la famille, ont-ils répété en faisant teinter leur verre. Plus tard, alors que tout le monde était rentré chez soi à l'exception d'Allison, je me suis retrouvée sur la balançoire de la véranda où grand-mère Martha et moi avions passé tant de soirées. Il y a de la place pour un autre, demanda timidement Allison, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. J'ai fait de la place à côté de moi et elle s'est assise. Tu ne te demandes jamais où ils sont maintenant ? Ce qu'ils font, demanda-t-elle au bout d'un moment. Parfois, avouai-je. Mais ça ne me fait plus mal. Comment as-tu fait ça ? Faire en sorte que ça ne fasse plus mal ? J'ai repensé à la lettre que j'avais écrite, à la vérité qu'elle contenait, à la liberté qu'elle m'avait donnée. J'ai cessé d'attendre d'eux qu'ils soient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas être, ai-je dit finalement. Et j'ai commencé à construire une vie qui n'avait pas besoin de leur approbation pour avoir un sens. Allison acquiesce lentement. Je travaille encore sur cette partie. Cela prend du temps, lui ai-je assuré. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Nous sommes restés assises dans un silence bienveillant,
regardant les lucioles danser dans le crépuscule naissant. Au loin, une voiture pétaradait, me rappelant brièvement l'accident qui avait tout changé. Mais au lieu d'éprouver de la peur ou de la douleur, je n'ai ressenti que de la gratitude pour le chemin qu'il m'avait permis d'emprunter. La vérité avait failli me tuer, mais elle m'avait aussi, enfin, libéré. J'espère que mon histoire trouvera un écho chez ceux d'entre vous qui ont ressenti la piqûre d'un amour conditionnel ou d'une trahison familiale. Rappelez-vous que la famille se définit par les actes et non par le sang, par ceux qui restent quand tous les autres s'en vont. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que la famille signifie pour vous? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il peut lui aussi construire une vie remplie d'une famille choisie qui le voit vraiment. Merci d'avoir participé à mon parcours de guérison en écoutant mon histoire. N'oubliez pas que la famille que nous créons est parfois plus puissante que celle dans laquelle nous sommes nés.